Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Amélie Clergue-Borès, thérapeute ayurvédique et kinésiologue sur Paris. Nous allons parler de ce choix qu'Amélie a fait de compléter son accompagnement ayurvédique en proposant la kinésiologie, afin de traiter également l'émotionnel, qui est à l'origine de nombreux troubles de santé. Bonne écoute! Bonjour Amélie. Bonjour Lorraine, bonjour Nat, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu plus de notre passion commune. Merci beaucoup d'avoir répondu présente à l'invitation. Alors Amélie, pour commencer cet épisode sur la kinésiologie et l'Ayurveda, on souhaiterait d'abord en savoir un peu plus sur toi. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton parcours en quelques mots ? Oui, alors moi j'ai un parcours en reconversion, donc j'ai fait 15 ans d'entreprise et sur la fin j'avais pas mal de symptômes, donc j'avais des maux de ventre très récurrents et la médecine allopathique ne trouvait pas de réponse à ça, donc me disait c'est le stress. Et c'est vrai que dès que je me reposais, que j'étais en vacances, le stress diminuant, les symptômes diminuaient. Donc au fond de moi, je savais que que le stress, oui, est un facteur aggravant, mais que c'était pas une des raisons, que c'était pas la raison qui faisait que j'avais ces problèmes-là. Et donc en fait, comme ça sur mon parcours personnel, j'ai commencé à être soignante en Ayurveda j'ai commencé à être soignée avant d'être soignante. Donc j'ai découvert l'Ayurveda à ce moment-là et l'Ayurveda a changé ma vie, vraiment. C'est-à-dire que mes problèmes digestifs, mes problèmes de maux de ventre, c'est quelque chose ça fait 10 ans que je n'ai plus rien et je ne sais plus ce que c'est. Alors que j'avais passé 30 ans à me dire que c'était totalement normal d'avoir mal au ventre parce que j'avais toujours connu ça et que voilà. Donc j'ai vraiment connu ça et après mon parcours, ça a été des prises de conscience dans une vie professionnelle très, très, intense où petit à petit, je manquais de sens. Donc ça a été vraiment de me dire, j'ai besoin de mettre du sens dans mon quotidien, de me sentir utile dans mes journées et j'ai eu 2 grossesses, donc l'une après l'autre, donc 2 petites filles qui ont été des temps de pause, qui ont été très transformateurs l'un comme l'autre. Parce que justement quand on s'extrait de ce quotidien où on est un peu dans la machine infernale, où finalement on n'a même plus le temps de se poser les vraies questions, là ça fait prendre conscience de dire: «Ah oui mais en fait, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie?» Et la réponse a été assez, rapidement, «Non, je suis pas au bon endroit, il faut que je me réoriente, sur mon vrai chemin à moi». Et donc c'est là où ça a été un chemin de reconversion qui a pris plusieurs années, où je me suis formée, où, j'ai commencé à pratiquer, en plus c'était il y a quelques années, donc l'Ayurveda était encore moins connu qu'aujourd'hui. Je me rappelle mes débuts, c'était, je partais à 8 heures le matin, je rentrais à 8 heures le soir, je passais une demi-heure avec mes filles, 1 heure, je dînais avec mon mari et de 22h30 à 23h30, je faisais des consultations, par Skype que j'offrais aux gens pour qu'ils connaissent l'Ayurveda. D'accord. Donc voilà, donc ça a été vraiment ça et puis petit à petit les gens sont revenus, ils ont payé et puis j'ai vu que j'avais des résultats. Et puis j'ai pris un cabinet tous les samedis en plus et puis, il est arrivé un moment où je me disais: «En fait non, c'est le moment de basculer, c'est vraiment ça que je veux faire» et c'est vrai que le soir souvent quand je commençais mes consultations à 22h30 après une journée entière de travail, j'étais, pas forcément très fraîche, mais à chaque fois, à la fin, j'avais, 1 heure plus tard, j'avais une énergie,
quelque part, mon énergie vitale était remontée parce que j'étais sur mon bon chemin et ça a été un indicateur qui est assez, bah, auquel on ne peut pas, nier quoi que ce soit. C'est que c'est juste une évidence de se dire: «Bah, en fait, là, je suis au bon endroit parce que ça me fait du bien, parce que je me sens bien» et donc voilà. C'est formidable, c'est un beau parcours et de se dire d'avoir des étapes comme ça qui nous permettent de nous dire ça y est, même si on Exactement. évolue toujours, je suis au bon endroit. Ouais, Génial. Et on disait tout à l'heure, juste avant de commencer l'épisode, qu'on a été formés par la même personne. Donc toi exactement. aussi, tu as fait ton parcours d'Ayurveda avec Caroline Henry Tout à à fait, l'école ouais. Gaia Veda. Ouais, ouais, qui est une super école que je recommande, très régulièrement et c'est vrai que, et en plus, voilà, moi j'ai une formation un peu spécifique, très sur mesure, en fonction de contraintes, voilà, d'une grossesse où j'ai été, complètement alitée et Caroline, m'a permis de, vu mon contexte, parce qu'une formation de 3 ans, j'aurais jamais pu la caser quelque part dans ma vie, avec déjà une enfant en bas âge et encore moins avec 2, clairement. Et finalement, ça m'a permis vraiment de me dire: «Ben, voilà, c'est quelque part mes problèmes sur cette grossesse, ça a été le plus beau cadeau, même si ça a été beaucoup de difficultés, ça a été le plus beau cadeau qui soit parce que ça m'a offert ma reconversion». Waouh. Eh ben, c'est un très beau cadeau. Et à quel moment tu découvres la kinésiologie? Est-ce que c'est en même temps que l'Ayurveda ou avant, après? Alors non, je rencontre, l'Ayurveda d'abord, bien avant d'ailleurs, donc là, je suis soignée, puis je me forme en Ayurveda et en fait, donc ma 2e grossesse a ouais, alors je vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça a été une grossesse qui m'a fait confronter à la mort, donc à des choses assez difficiles, au deuil et cetera et donc c'est comme ça que j'ai rencontré la kinésio. C'est comme ça que j'ai rencontré la kinésiologie parce que même si l'Ayurveda me permettait, de tenir, on va dire, le corps, dans un état, global d'équilibre, émotionnellement, il y avait tellement de choses qui étaient, difficiles à gérer que, l'Ayurveda répondait pas à ces choses-là et donc j'ai rencontré la kinésio à ce moment-là et j'ai trouvé ça mais d'une puissance, assez, assez dingue. C'est-à-dire qu'en kinésio, un deuil, c'est une séance. Alors faut pas le faire tout de suite, mais voilà, une fois que le temps de deuil et le processus, la courbe de deuil est faite par la personne, donc c'est-à-dire à peu près au bout de 4 à 6 mois selon les gens, en une séance, on va libérer la douleur associée, vraiment dans la mémoire cellulaire et hem et on le ressent physiquement. C'est-à-dire que, alors moi je l'ai vécu et mes clients me le disent au quotidien, c'est-à-dire que le lendemain, ils ont l'impression qu'il y a une libération, il y a une ouverture, il y a un poids qui s'est enlevé et qui fait que, que quelque part la peine et enfin et les faits ne changent pas, mais en tout cas la douleur associée est atténuée, voire a disparu et ça change, ça crée une libération totale. Alors, je parle du deuil, mais il y a bien sûr plein d'autres choses, hein. Mais en tout cas, moi, je l'ai connu par rapport au deuil et c'est comme ça que j'ai connu la kinésiologie et après, en avançant, dans mes consultations en Ayurveda, très vite, en fait, comme on parle, on est très, très lié à la partie, à la partie alimentaire et donc aux troubles de l'alimentation, à toute la partie alimentation émotionnelle. C'est quelque chose qui, est extrêmement, il y a quasiment pas une journée où, c'est pas tout le monde, mais en tout cas, je ne veux pas faire de statistiques, mais il n'y a pas d'une journée où je passe pas avec quelqu'un qui a, des problèmes liés à l'émotionnel qu'il compense par l'alimentation. Et donc c'est vrai que ça, la formation, qu'on le reçoit, en Occident, d'Ayurveda ne nous forme pas à ça. Même si, en Inde, quand on voit les 8 courants d'Ayurveda, les 8 branches, voilà, merci, il y a la branche psychologie, mais c'est une branche sur laquelle on n'est pas formé en Occident et c'est vrai que moi, c'est vraiment cette partie-là qui me manquait, que je suis allée chercher par la kinésio, qui est quelque chose de plus institutionnel et d'un peu plus connu, en tout cas en France aujourd'hui. Ok, eh ben écoute, on va avoir tout un épisode pour que tu puisses nous parler de tout ça. Du coup, on va commencer un petit peu pour les personnes qui connaissent pas la kinésiologie, à définir un petit peu ce que c'est, à quoi ça sert. Et puis après, tu nous expliqueras comment c'est complémentaire avec l'Ayurveda. On va voir
un petit peu Ok, tout ça. bah, avec plaisir. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'origine de la kinésiologie et d'où ça vient, en quoi ça consiste? Alors, la kinésiologie, c'est une technique qui a été inventée dans les années 60 aux États-Unis par le docteur Goodhart, euh, qui, en soignant, en fait, c'est un chiropracteur qui s'est rendu compte qu'en soignant ses patients, il s'aperçoit que généralement, quand il y a un organe malade, il y a un manque de tonicité du muscle associé. Et donc, toute la kinésiologie part de là, d'accord? Et donc, il va commencer à se dire à mettre en place des tests musculaires qui vont être destinés à détecter les muscles faibles et donc les organes faibles. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là que c'est fait au départ. Et après, donc ça, c'est vraiment la base du Touch for Health, qui fait partie de la kinésiologie. Dans la kinésiologie, c'est pareil, il y a plusieurs courants. Dans le Touch for Health, c'est vraiment la base, où on est vraiment sur le test musculaire. Et aujourd'hui, on va avoir différents points à tester qui sont liés aux organes et qui sont liés aux méridiens de médecine chinoise associés. Et donc, on va avoir un test musculaire spécifique sur l'organe et le méridien pour voir si, sur le sujet que la personne pense, d'accord, dont la personne garde quelque part son sujet en tête, est-ce que ça active une faiblesse d'un organe ou d'un muscle? Et donc, derrière, donc soit on le fait uniquement par le corps avec des points de correction, soit on va le faire on va aller chercher de l'émotionnel et par le mot émotionnel et l'émotion associée à l'organe qui va permettre à la personne de mettre des mots dessus, de prendre conscience et de se débloquer elle-même. C'est quelque chose, alors je sais qu'on parlera plus de l'Ayurveda après, mais qui m'a beaucoup parlé parce que sur la marmathérapie, en fait, l'Ayurveda fait ça aussi. Je vois typiquement enfin, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire au niveau de la tête, la marmathérapie, parce que je trouve qu'on rééquilibre vraiment la personne de façon globale et ce sont exactement les mêmes points qu'on va avoir en kinésio. Donc on a vraiment là des choses qui se rejoignent totalement pour aller se dire que finalement, le blocage énergétique, en le libérant, on libère la personne soit d'un trouble physique, et donc d'un organe qui peut être un peu faible, soit d'un trouble émotionnel qui peut arriver à un blocage et à un déséquilibre derrière de la même façon. Donc aujourd'hui en France, la kinésiologie, on va plus le voir comme une pratique qui est destinée à favoriser un état d'équilibre et de bien-être physique, mental et social. D'accord? Donc, on va plutôt aller chercher la partie un peu plus émotionnelle, donc tout ce qui est gestion des émotions et gestion du stress. D'accord? Dans les courants, dans les différentes branches de la kinésio, moi je pratique le Touch for Health et surtout de la kinésiologie psycho-émotionnelle pour aider les gens à avoir une meilleure réalisation d'eux-mêmes, pour se libérer des blessures, des émotions, des pensées négatives qui peuvent influer sur leur bien-être et sur leur état d'harmonie et d'équilibre global. Donc quelque part sur la kinésiologie, on va toujours être entre la prise de conscience et de verbaliser le ressenti enregistré par le corps pour libérer et pour quelque part presque reprogrammer la mémoire cellulaire. Donc en fait, si j'explique un peu comment ça se passe, le test de kinésiologie, c'est sur le poignet, d'accord? Donc c'est un méridien, donc on fait une légère pression sur le poignet. Soit quand on pose une question à la personne, elle ne répond pas, mais donc le kinésiologue va faire le test musculaire. Donc en appuyant, soit le poignet va tenir, et donc ça ne va pas créer de stress chez la personne, soit le poignet va lâcher, donc va légèrement descendre, et on va en déduire que ça crée un stress, donc la réponse est non. D'accord? On est toujours sur des questions fermées. Ok. En rapport avec la problématique de la personne. Exactement. Sa problématique émotionnelle, quoi. Émotionnelle de la personne. Derrière, ce qui est extrêmement clé, c'est que ce test musculaire est imperceptible. En fait, la réponse est imperceptible pour le client. Ce qui permet de quoi? Ce qui permet de couper en fait le mental, de faire que c'est pas le mental qui décide de la réponse, mais d'aller chercher la réponse au niveau de l'inconscient et du corps physique de la mémoire cellulaire. Et donc c'est comme ça que ça va permettre d'aller travailler en profondeur
au-delà même de ce que la personne consciemment a envie ou pas de faire. Moi, ça m'arrive sur des sujets où les gens me disent oui, non, mais ça, c'est bon, j'ai géré. Et puis finalement, quand on va regarder sur le corps me dit non. Et puis quand on va creuser, qu'on va faire le protocole, et ben on se rend compte que en effet, la personne à la fin se dit oui, finalement, oui, enfin voilà, mentalement, consciemment, j'avais l'impression d'être passée au-delà des choses, mais ma mémoire cellulaire, enfin voilà, dans mon corps, il y avait encore le blocage et je l'ai ressenti sur la table alors que j'en avais pas du tout conscience. Est-ce que du coup la personne est en position allongée? Est-ce qu'il y a une petite préparation en amont ou... Alors la personne est en position allongée, habillée. Selon les protocoles, alors si on est sur le Touch for Health, donc là on va juste penser au sujet. Le Touch for Health, ça marche hyper bien sur tout ce qui est examen, qui est stress d'entretien, passage du bac sur des adolescents, ça marche hyper bien. Passage du permis de conduire, des choses comme ça. Où la personne va penser au sujet. Et donc là, on va lui faire des mouvements. Donc là, c'est un peu de gymnastique, entre guillemets. Donc on lève la jambe, on lève les bras. Enfin voilà, il y a différentes positions. Et à chaque fois, donc le thérapeute va faire le test musculaire qui va permettre de voir méridien par méridien, organe après organe, s'il y a une faiblesse du test ou si tout va bien et donc ça n'impacte pas cet organe-là pour rééquilibrer au global l'intégralité des méridiens. Et les gens lâchent facilement parce que je pense à certaines personnes qui peuvent être très tendues, par exemple, et peut-être être dans le contrôle toujours par exemple, du poignet. Donc, est-ce que tu fais un peu de respiration au début ou est-ce que tu les mets dans un état de relaxation histoire qu'ils lâchent un peu le mental? Ouais, alors ça, je vais répondre en 2 temps. Déjà, la plupart des gens qui n'arrivent pas à lâcher, c'est pas parce qu'ils sont stressés. Ça, ce stress-là, généralement, se lâche très vite. C'est plutôt les gens qui ont le plus de mal à lâcher, c'est les gens qui sont en hyper-contrôle et qui, justement, vont avoir la crainte que, quelque part, je sorte quelque chose qu'ils n'ont pas envie que je sorte ou qui, peut-être, ne connaissent même pas au fond d'eux. Donc ça se voit très vite parce qu'en fait, le test ne marche pas. D'accord? Le corps ne peut pas mentir. Donc généralement dans ces moments-là, il suffit de dire, bon bah, vous avez un mental hyper fort, on va lâcher un peu. Voilà, ça les fait sourire, et ça les détend un peu et généralement ça suffit. Après sur certains protocoles, on met en état de conscience modifié. Donc ça veut dire que, sur certains j'utilise de la musique, sinon j'utilise un body scan. Donc de façon, juste pour être un peu, ben, un travail de méditation de pleine conscience, donc juste pour se détendre, se relâcher. Rentrer dans son corps, justement, un peu déconnecter la tête et rentrer dans le corps. Et pour arriver, voilà, avant de commencer le protocole. Après, souvent, c'est sur la partie psycho-émotionnelle de la kinésio, ça va être beaucoup de visualisation. Donc, de toute façon, le mental est occupé. Donc c'est là où, à partir du moment où on a induit un état de conscience modifié et de détente profonde, avec la visualisation, on arrive tout de suite, voilà, ça se voit tout de suite, hein, sur la personne, un état de conscience modifié où on voit qu'elle travaille au niveau de son inconscient et c'est même des choses qui peuvent se comparer à de l'hypnose humaniste. D'accord, sur des gens qui ont fait de l'hypnose humaniste, c'est un peu ça, on a conscience de tout. Alors c'est pas des protocoles d'hypnose, sur certains on est assez similaires, mais on a le test musculaire qui nous permet de toujours savoir si la personne va jusqu'au bout ou pas. Parce que quand elle visualise dans sa tête et c'est ça qui est assez, que moi j'aime bien en kinésio parce que ça permet de travailler sur des hommes, ça permet de travailler sur des enfants, sur des gens qui n'ont pas envie de parler ou sur des traumas qui sont extrêmement durs, où la personne n'arrive pas à exprimer les choses. D'accord, ça peut être voilà, des gens qui ont été dans les attentats, des gens qui ont vécu des viols, des gens qui ont vécu vraiment des traumas très, très, très forts. On n'a pas besoin de parler, puisque le thérapeute a le test musculaire pour vérifier. Donc en fait, la personne, on va lui faire des exercices dans sa tête, et nous, on va vérifier. Et tant que c'est pas OK, on lui fait retravailler. Et s'il faut le faire 4 fois, 5 fois, on le fait. D'accord? Généralement, on n'a pas besoin d'autant. Mais moi, ce que je trouve assez puissant avec la kinésio, c'est que d'avoir ce test musculaire, ça permet d'être certain qu'on est allé jusqu'au bout des choses pour la personne et qu'on ne va pas la laisser avec des choses ouvertes émotionnellement, qu'on n'a pas forcément refermées.
ou en disant bah c'est bon, elle a fait sa visualisation, le sujet est traité, et finalement, si c'était trop dur pour elle et qu'elle n'y arrivait pas, et ben sans test musculaire, on ne peut pas savoir. Donc ça nous permet vraiment, nous thérapeutes, d'aller checker et d'aller se dire oui, en effet, c'est extrêmement, c'est bah, là, ok, là elle est allée jusqu'au bout, donc c'est bon, je peux passer à l'étape d'après. Et des fois, c'est des petites choses subtiles, hein, mais c'est des fois, il suffit juste que on a fait tout le protocole au moment du trauma ou de la blessure, ou en tant qu'enfant, mais il faut aussi revenir pour que la personne se le réexplique à l'âge actuel. Donc ça peut être des choses juste comme ça, où finalement on refait réexpliquer ce qu'elle a compris de la blessure d'enfant à l'adulte qu'elle est aujourd'hui dans sa tête, et hop, ça permet de clôturer et de verrouiller le protocole qu'on vient de faire. La kinésio, c'est pareil, c'est idéal pour travailler sur les blessures sur l'enfant intérieur. C'est quelque chose qui est assez génial, parce qu'en plus, on peut, par le test musculaire, dater à quelle période ça s'est mis en place. Waouh, Et c'est donc, hyper précis en fait. ouais, en fait, on va faire des tranches d'âge, et ça va permettre typiquement, je sais pas, quelqu'un qui a ancré le syndrome du sauveur, c'est généralement un enfant qui a dû qui a vu un de ses parents en état de faiblesse, alors soit au moment d'un deuil, soit au moment d'une séparation, soit avec une maman qui se sacrifie par rapport à la famille. Et donc, en fait, l'enfant va un peu inverser la posture pour, pour protéger, donc, et pour devenir sauveur du parent en question. Et après, il va ancrer ça sur les frères et sœurs, sur ses amis, et après sur le monde entier. D'accord? Donc c'est des gens qui maternent ou qui paternent beaucoup les gens. Et ça leur bouffe la vie, parce que c'est aussi une façon de fuir sa réalité. D'accord? De s'occuper des autres plutôt que de s'occuper de soi. Et ça, donc c'est facile à identifier. Par contre, c'est moins facile d'aller identifier le point où il faut aller corriger les choses. C'est vraiment le moment où ça s'est ancré. Et souvent, les gens vont me dire: «Bah non, mais oui, vous avez raison, c'est quand j'étais adolescent», parce que c'est là où ils ont les meilleurs souvenirs. Sauf que parfois, on leur dit: «Oui, mais en fait, votre papa a perdu, son père, quand vous aviez 5 ans». Oui, mais il dit: «Oui, oui, mais à 5 ans, mon grand-père, je m'en rappelais pas, ça m'a fait ni chaud et froid». Bien sûr, sauf que de voir son père pleurer en situation de faiblesse quand on a 5 ans, ça peut activer le syndrome du sauveur. Et donc c'est sur ça aussi que on va aller chercher des choses vraiment très spécifiques, et ça va nous permettre d'être efficace en fait. Ouais. C'est passionnant. Et alors, une fois que, donc, je pense qu'il peut y avoir une infinité de causes, en fait. Donc, toi, avec ton protocole, tu viens identifier la cause. Et ensuite, une fois que c'est identifié, quel est le type de traitement que tu mets en place? Alors, on ne parle pas vraiment de traitement, d'accord? Donc ça va plutôt être des protocoles de libération de la blessure ou de réparation de la blessure. Donc là, tout va dépendre de qu'est-ce que c'est comme blessure. Est-ce que c'est une blessure d'abandon? Est-ce que c'est une blessure de rejet? Dans la blessure d'abandon, souvent, des gens qui ont la blessure d'abandon, ce sont des gens qui ont eu un jumeau perdu. Donc on sait aujourd'hui que dans pas mal de grossesses, il peut y avoir des grossesses jumellaires qui durent quelques jours, quelques semaines, dont la maman ne se rend peut-être pas forcément compte, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'échographie sur le premier mois. Et où finalement, le fœtus qui est dans l'utérus avec un jumeau va être à deux, et du jour au lendemain, il va se sentir totalement abandonné par l'autre, et en même temps, il va avoir la culpabilité de vivre alors que l'autre est mort. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une blessure qui est très qui est pas, qui est courante. En tout cas, chez les gens qui ont à la fois de l'abandon, cette blessure d'abandon, et cette culpabilité à se faire plaisir, à prendre du temps pour eux, etc. Ça peut être lié à ça. Et là, c'est pareil, avec un test de kinésio, on va poser la question et le corps dit oui, il dit non, et après, on va aller réparer. Donc voilà, donc après, c'est des visualisations qui vont être adaptées quelque part à la problématique de la personne. Ça va être pas mal que la personne se réexplique les choses. Donc revenir à l'âge cause et réexpliquer, dans le cas du sauveur, c'est réexpliquer à l'enfant de 5 ans que en fait, il a
il n'a aucune compétence pour aider son papa parce qu'il a 5 ans et que la gestion d'un deuil, c'est à chacun de le gérer. Donc c'est expliquer ça, expliquer que c'est pas parce que papa pleure que papa ne l'aime plus ou que papa qu'il va perdre son papa. Et donc c'est réancrer quelque part des croyances qui se sont ancrées à l'âge cause, c'est les reprogrammer au niveau inconscient et cellulaire pour enlever quelque part le trauma. Et donc, quand tu dis justement que tu expliques, excuse-moi, je coupe pour savoir un peu comment se passe la séance. Quand tu dis que tu expliques, là, on est sur du verbal là ou pas du tout? Alors, on est à la fois à 2 niveaux. On est sur de la prise de conscience où on va expliquer, et il y a le travail au niveau de l'inconscient, de la mémoire cellulaire, où la personne va se revisualiser à 5 ans, si je prends cet exemple-là, et va expliquer. C'est elle, aujourd'hui adulte, qui va expliquer à l'enfant qu'elle était ce que moi je viens de lui expliquer. Mais elle va le lui expliquer comme si c'était le père ou la mère qui explique pour que l'enfant comprenne. Et après, moi, pour vérifier, on la met toujours à l'âge de l'enfant et elle va répéter des phrases. Donc, je n'ai pas la compétence pour aider papa. Et moi, je vérifie, oui, non. J'accepte de ne pas avoir la compétence pour aider papa. Souvent, les gens le comprennent, mais ne l'acceptent pas forcément. Donc là, ça veut dire qu'il faut revenir, qu'elle réexplique que oui, en fait, à 5 ans, même si on est au monde des super-héros et que l'enfant se croit tout puissant, d'accord, comme tous les enfants, en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand on est enfant, on n'a pas la compétence et on doit l'accepter. Et donc, c'est pour ça on fait retravailler la personne jusqu'à ce que tous les checks soient hyper bons. Donc, c'est en ça qu'il n'y a pas 2 séances qui se ressemblent parce qu'il n'y a pas 2 histoires qui se ressemblent. Et après, quelque part, je me rappelle ma prof qui nous disait, en fait, il faut ressentir l'enfant intérieur. Il faut ressentir quelque part, se mettre à la place de l'autre et ressentir ce que vit la personne pour aller chercher quelque part les bonnes phrases et les bons points à checker. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de protocoles pendant, avec des grands concepts, mais c'est vrai qu'au fil de la pratique, plus ça va, mais un peu comme un Ayurveda, on fait du sur-mesure. Et donc en fait, après, on va s'adapter à la personne qu'on a en face pour être au plus juste, plutôt que d'appliquer et de coller des protocoles. Et du coup, les protocoles, c'est des protocoles en fonction de certains mots émotionnels ou c'est des protocoles plus généraux et après, toi, tu vas... Il y a les deux. Sur le protocole de deuil, c'est le protocole de deuil. Sur des blessures d'abandon, de trahison, de rejet, là, on va avoir des orientations. Mais après, c'est pareil, une blessure d'abandon, je vous ai dit que ça pouvait être un jumeau perdu, mais si la personne, le test est négatif, bah, il va falloir chercher ailleurs. Et donc après, une enquêtrice en fait. Exactement. Et donc après, on va aller chercher par l'âge, on va demander à la personne est-ce qu'elle a des souvenirs de qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là. Mais une blessure d'injustice, ça peut être juste, on est dans la cour de récré, on joue au ballon avec ses copains et le ballon, il est envoyé dans une vitre qui casse la vitre. La maîtresse se retourne et elle gronde pas le petit garçon ou la petite fille qui a envoyé le ballon. L'autre ne dit rien. C'est vécu comme une injustice totale pour l'enfant, ce qui est vrai. Ça peut être une anecdote qu'on raconte en rigolant adulte, tellement on a l'impression de l'avoir digérée. Par contre, au bureau, dès qu'il y a quelqu'un qui vit une injustice, il y a cette blessure qui va se réactiver en soi et qui va faire qu'on va aller vouloir l'aider parce que non, c'est pas possible en fait, c'est pas acceptable une injustice. Donc en fait, c'est tout ça qu'il va falloir aller démêler pour savoir quel est le point de départ de chaque personne sur chaque blessure. Ouais, et ça, c'est vraiment propre à chaque individu, du coup. Ouais. C'est pour ça qu'il y a quelques protocoles, mais derrière, on est surtout sur du sur-mesure. Et combien de temps, combien de temps dure une séance et combien de temps il faut pour guérir d'une blessure émotionnelle? Alors c'est pareil, c'est comme l'Ayurveda, ça dépend. En fait, sur une blessure comme le deuil, en une séance, ça suffit. Donc voilà. Après, quand on fait un travail personnel pour aller vers un mieux-être global,
on peut avoir besoin de 3-4 séances. Après, c'est vraiment à la carte. C'est-à-dire que ça va dépendre de la personne. Moi, j'ai des gens qui viennent 3 fois par an, un peu en hygiène. 3-4 fois par an, D'accord. chaque changement de saison, un peu, ils vont venir. Parce qu'il y a forcément la vie nous remet toujours, nous réactive des émotions, nous réactive des blessures pour qu'on puisse se libérer. Donc c'est vrai que sur ça, il n'y a pas vraiment de règle de combien de séances. Par contre, la règle, c'est que chaque séance est 45 minutes et qu'entre 2 séances, il faut laisser minimum 1 mois. Parce que énergétiquement, ça continue à travailler. Les 2-3 jours après la séance travaillent pas mal. Et après, pendant 3 semaines, ça peut travailler. Donc moi, je laisse toujours 1 mois entre 2 séances. Bah, ça m'a l'air bien passionnant. Est-ce qu'on peut aller chez un kinésiologue sans savoir, sans avoir identifié une problématique émotionnelle ou quoi que ce soit? C'est-à-dire qu'avec ton protocole, toi, tu vas aller faire un petit peu les petits tests, c'est Exactement. ça, Moi, j'ai hein? des clients, je demande toujours pourquoi les gens sont venus. Et après, ceux que je connais, ils me disent, enfin, je demande même plus parce que je dis, bon, il y a un sujet. Ils me disent, non, bah non, on va voir. Et quelque part, c'est le corps qui parle. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que et après j'ai même des gens qui vont venir pour un sujet précis, mais le sujet est tellement important que le corps va refuser. Et donc en fait, on va devoir travailler d'autres choses avant pour que la personne soit prête émotionnellement à aller chercher ce pourquoi elle est venue. Donc ça, c'est des choses que les gens n'ont pas forcément, ont parfois du mal à comprendre, mais après ils le voient très vite parce que moi, des fois, je leur dis: «Bah, si vous voulez, on essaie» et ils n'y arrivent pas et ils voient tout de suite que alors pas les premières séances, mais je pense à une de mes clientes, qui était venue pour quelque chose de très précis et au bout de 3-4 mois, donc pour les 3 séances, quelque chose comme ça, elle me dit: «Non, mais quand même, j'aimerais quand même qu'on travaille sur ça, je suis venue pour ça au départ». Je dis: «Bah, écoutez, on va voir». Je check et j'ai un test négatif. Donc je dis: «Bah, on peut essayer, mais par contre, si ça marche pas dès le départ, on arrête tout de suite». Elle me dit: «D'accord». Elle y arrivait pas, ça bloquait. Donc sur ça, le corps, vu qu'on va chercher vraiment l'inconscient et la mémoire cellulaire, la conscience du corps, il ment pas. Donc non, on n'est pas du tout obligé de venir avec un sujet. En revanche, on est obligé de venir avec une envie de travailler sur soi. Donc parfois, j'ai des gens qui m'envoient par bouche à oreille, «Non mais le mari, la copine, non mais bon, bah, pourquoi vous venez?» «Bah, parce qu'elle m'a tellement parlé de vous qu'elle m'a dit que c'était obligé que je vienne». OK, mais en fait, si la personne n'a pas envie de travailler sur elle, ça peut pas marcher. Donc ça, c'est clair qu'il faut avoir envie d'entamer un travail personnel, d'aller chercher en profondeur sur des choses qui sont pas forcément agréables parce que des fois, c'est ce que je leur dis, vos souvenirs agréables, gardez-les. C'est génial, mais avec moi, c'est pas utile en fait. Vous n'êtes pas là pour me prouver quoi que ce soit. Moi, je suis là pour essayer d'aller chercher ce qui va pas et vous libérer dessus pour aller encore mieux. Donc c'est ça. Mon point, c'est vraiment que la personne ait envie de travailler sur elle. C'est assez éprouvant comme ça peut être assez éprouvant comme séance en sortant. On est dans quel état d'esprit quand on sort d'une séance de kinésiologie? Alors, on est souvent un peu dans un état flottant. On peut être un peu comme cotonneux. Alors ça, en fait, on est dans un état de détente profonde, puisqu'on a travaillé au niveau inconscient et en conscience modifiée. Donc certaines personnes assimilent cet état-là à de la fatigue, parce qu'ils sont tellement pas habitués d'être, totalement détendus qu'ils disent: «Non mais là, je me sens épuisée». Donc c'est plutôt de la détente profonde que de la fatigue. Après ce qui est sûr, c'est que, moi enfin c'est des choses aussi qui sont importantes, c'est qu'on fait pas ça entre midi et 2 avant, la présentation d'un budget l'après-midi, quoi. Ouais, Donc voilà, là, ouais. on peut aller travailler, ça oui. Par contre, on est plutôt seul derrière un ordinateur plutôt que mener une grosse réunion. Donc voilà. Après, après globalement, les choses se remettent en place assez rapidement. Heu, Chez certaines personnes, mais c'est exceptionnel, on peut avoir des phénomènes de nettoyage du corps qui sont dus à ça. Donc on peut avoir parfois de la nausée, parfois des maux de tête, parfois des vomissements, des diarrhées, mais c'est vraiment rare et c'est vraiment sur les gens chez qui on va chercher des choses très, très profondes. Et généralement ces gens-là, ils
quand ils vivent la séance, enfin voilà, quand ça arrive après, ils comprennent vite, ils s'inquiètent pas du tout. Oui, ils savent pourquoi le corps Ouais. est en train de nettoyer. Et au contraire, ils sont presque contents en se disant ah oui, mais en fait c'est hyper efficace. Oui, puis ça libère encore plus en Ah bah oui, fait. ça Il y a libère encore déjà le plus. poids émotionnel d'enlever, puis Mm. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes que c'est pas efficace non plus. oui, Parce que c'est exactement. très très rare les symptômes. Donc toi aujourd'hui tu proposes du coup à la fois des séances donc de suivi ayurvédique, enfin grâce à l'ayurveda, et des séances de kinésiologie. Est-ce que c'est deux choses que tu pratiques en parallèle ou tu peux proposer du coup une communion entre ces deux pratiques? Alors, bah, je fais les deux. Toujours dans le souci d'être le plus proche de la personne et des besoins de la personne. Donc, je fais vraiment du sur-mesure. Avant, je faisais vraiment que l'un, que l'autre. Maintenant, quasiment, enfin, pas tout le monde, mais j'ai la majorité de mes clients chez qui j'ai un double parcours et où j'avance à la fois en kinésiologie et à la fois en ayurveda parce que c'est comme ça qu'on va aller le plus rapidement au but. Et c'est là où on a les meilleurs résultats parce que quelque part, quand on va travailler sur tout le terrain, sur l'hygiène de vie, les dinacharya, en ayurveda, qu'on va rééquilibrer les troubles et que on va aller libérer des choses au niveau émotionnel, c'est là où on est vraiment sur le chemin du bien-être et du bonheur. Donc plus ça va, plus j'ai les deux. Après c'est pareil, j'ai des gens qui viennent avec l'ayurveda pour commencer par le corps et qui sont pas encore prêts à faire de Voilà. l'émotionnel. Et puis il y a un jour ils vont me dire bah, finalement j'ai envie de tester la kinésio aujourd'hui parce que ça y est ils sont prêts. Donc voilà, il faut laisser le temps aux gens, il faut se laisser le temps aussi, c'est toujours être en bienveillance avec le corps pour être au plus juste et pas se brusquer, être vraiment dans un accompagnement bienveillant parce que c'est là où ça va être efficace. Et c'est là où on est prêt. Est-ce que tu as aussi l'effet inverse des clients qui viennent par la kinésiologie et puis qui petit à petit découvrent l'ayurveda et ont aussi Oui, envie de bien mettre sûr, en place de l'hygiène bien de sûr, vie? bien sûr. Oui, j'ai vraiment les deux. Et j'ai des gens qui viennent en me disant bon bah je sais pas quoi faire, mais voilà mon problème. Et c'est là où moi, en fonction de voilà du ressenti, je vais orienter plutôt l'un, plutôt l'autre ou les deux. Enfin voilà. Donc et c'est ça qui est assez chouette dans mon métier, c'est que en fait déjà d'alterner des séances à la fois d'ayurveda et de kinésiologie, c'est des moments très différents. Donc il n'y a pas du tout de lassitude dans les journées de consultation. Surtout que moi, je ne fais pas de massage en Ayurveda, donc j'ai pas cette alternance-là. Je fais pas tout ce qui est soins corporels. Je suis beaucoup trop vata pour faire ça. Et, donc voilà, donc ce qui fait que et puis et puis j'ai pas besoin de préparation. Donc des fois, il y a des gens qui viennent, ils me disent non mais normalement c'était Ayurveda aujourd'hui, mais là il s'est passé ça. Bah, on switch en kinésio. Donc sur ça, c'est vraiment chouette. Tu t'adaptes quoi. Mm. Tu as créé une méthode que tu appelles la méthode Inessence. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? Alors la méthode Inessence, justement, c'est l'association des deux, de travailler à la fois sur les bases de l'Ayurveda avec vraiment une formation hyper traditionnaliste dont je m'écarte sur certains points par rapport à des connaissances en micronutrition que j'ai acquises après, notamment par exemple par rapport au lait. Les produits laitiers, on sait aujourd'hui que voilà, c'est un produit qui est la vache est sacrée en Inde et et voilà, si on suit les textes védiques, voilà, sur plein de On peut profils, boire on du en a lait. besoin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a sur les produits laitiers, sur la façon dont sont élevées les vaches, la qualité du lait aujourd'hui, les problèmes de digestion des gens, d'intolérance, etc., c'est pas forcément un aliment santé. Donc voilà, donc c'est en ça aussi où de créer ma méthode, ça me permet, enfin c'est ce que je voulais, c'est avoir une formation très solide et très traditionnaliste pour pouvoir quelque part ajuster sur certains points avec la vie d'aujourd'hui, mais ça peut être aussi sur les rituels. Si on fait tous les rituels, ben, des
j'ai l'habitude de dire à mes clients, non mais oui, après ça dure 1 heure, vous allez vivre dans un ashram, vous avez le temps de tout faire. Quand vous vivez sur Paris avec des enfants en bas âge, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va être sur ce qui est efficace et ce que je veux que vous implémentiez absolument, parce que ça c'est indispensable pour votre équilibre et pour l'élimination des toxines, etc. Après, il y a du nice to have que vous pouvez faire quand vous avez envie, quand vous avez le temps, etc. Donc voilà, donc ma méthode c'est vraiment ça, alliée à toute la partie émotionnelle et à la kinésiologie. Donc c'est vraiment une prise en charge de la personne dans sa globalité et une prise en charge où je vais énormément travailler sur la connexion tête-cœur-corps de façon vraiment globale pour voilà, que ce soit dans la circulation de l'énergie, la conscience du corps, la conscience aussi de ses capacités même de conscience, d'accord? Donc sur tout ce qui est physique quantique, si on regarde le corps humain à travers la physique quantique, on est fait à 99% de vide. Donc moi j'aime bien ce nouveau prisme aussi de la vision du corps. Et se dire, ben oui, donc en fait, toute information, toute pensée est énergie, donc a aussi un pouvoir créateur sur le corps. Et donc voilà, donc c'est vraiment la mise en place une adéquation de ce que de connaissances en Ayurveda, de la kinésiologie, et après d'autres choses sur lesquelles je suis moi très passionnée, et donc je me forme petit à petit pour apporter en fait des outils à mes clients. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que hier soir, je commençais mon premier cycle d'initiation en Ayurveda au premier groupe, et ça m'a permis de revenir sur les fondations en fait du cosmos et de l'univers vu par l'Ayurveda. Et en relisant les choses que j'avais pas lues depuis ma formation, et c'est vrai qu'on oublie un peu parce qu'on ne pratique pas forcément ça au quotidien. Et je me suis rendu compte que finalement tout était extrêmement lié, et que ce que je mets en place avec des mots, on va dire, beaucoup plus occidentaux, en me rattachant aux neurosciences, en me rattachant aussi à la physique quantique, parce que moi, j'aime que les choses, je suis scientifique à la base, que les choses soient prouvées scientifiquement, et là, de plus en plus, elles le sont. Et en fait, je me rends compte que c'est les fondamentaux de base de l'Ayurveda aussi. Mais c'est un Ayurveda qui, finalement, je pense que les formations qu'on a en Occident, c'est une toute petite partie, et c'est normal, sinon c'est des dizaines d'années de formation, et on n'a pas forcément, voilà, on n'a pas ça en Occident, il faut peut-être aller en Inde pour le faire. Mais voilà, en fait, c'est vraiment cette vision-là que le corps est vraiment un tout, qu'on a une conscience qui est issue du grand tout, et que quelque part, c'est comment je réactive aussi ce pouvoir d'auto-guérison en chacun de mes patients, comment je leur redonne leur autonomie par rapport à leur santé, mais santé psychique, émotionnelle, physique, donc à tous les niveaux. C'est ça, c'est reprendre la responsabilité de sa vie, donc, et de son bonheur, de sortir un peu de ce rôle de victime dans lequel la société nous met aussi, pour reprendre la responsabilité de sa vie. Ça a l'air d'être vraiment un point commun entre l'Ayurveda et la kinésio, cette approche de rendre l'individu autonome, hein. Exactement. Et c'est commun. Est-ce qu'il y a, selon toi, quelles sont les autres raisons? Bon, il y a ce que tu disais, ce fait de rendre l'individu autonome. Est-ce qu'il y a d'autres points communs, d'autres choses qui rapprochent l'Ayurveda et la kinésio? Le lien entre déjà la circulation de l'énergie. En Ayurveda, tu vas énormément travailler sur le fait que ta circulation, tu vois, elle ne soit pas bloquée dans la tête, surtout chez les Vata, et qu'elle redescende dans le corps. La kinésio, c'est exactement ça. Tu vas aller chercher sur les méridiens pour que, en se disant que chaque fois qu'il y a l'énergie qui est bloquée à un endroit, ça crée un déséquilibre. Donc ça, c'est vraiment exactement parallèle. Donc ça fait vraiment sens sur ça. Derrière, qu'est-ce que tu peux avoir comme point commun? Que c'est quand même une médecine holistique, de la même façon. Donc, où tu vas pas voir juste la blessure, la personne à un instant T, mais que c'est un tout.
et qu'en travaillant sur un point, en fait, tu peux sprayer et dégager pas mal de choses pour libérer bien au-delà du sujet travaillé sur la table. Comme en Ayurveda, des fois, tu mets en place deux changements dans le quotidien de la personne et voilà. Ouais, quand je travaille mes programmes, potentiellement, je vais dire, bon, il y a peut-être 4-5 choses à mettre en place. Et au bout de la deuxième, en fait, ça a tout réglé. Donc, tu as aussi ce point-là qui est assez commun dans le sens où on voit l'individu comme un tout, que tout est totalement lié et que finalement, on laisse aussi le temps. Ça aussi, c'est un autre point commun, c'est que et c'est quelque chose qui est clé dans ma philosophie de travail, qui est d'être vraiment dans une philosophie des petits pas, de laisser le temps. De laisser le temps aux gens, de changer leurs habitudes alimentaires pour réaliser le changement, qu'est-ce que ça fait dans leur corps. Et en kinésio, c'est pareil. Il y a des gens qui me disent, on se voit la semaine prochaine. Je fais, ah non, on se voit dans un mois. Je ne veux pas vous voir avant. Je suis pas psy et on va laisser le temps à votre corps de digérer l'information. Parce que sinon, voilà, on ne va pas surcharger d'informations. On va laisser digérer chaque chose, que les choses se posent et voir qu'est-ce que ça fait sur le reste. Donc ça, c'est vraiment aussi un point commun. Alors du coup, la kinésiologie, on ne peut pas du tout la faire à distance. On est obligé de venir te voir au cabinet. Alors, oui, à 90%. Pendant le confinement, alors j'ai commencé à tester sur des amis qui me demandaient. Il y a certains protocoles qu'on arrive à faire à distance. Donc là, en mettant beaucoup plus de la conscience modifiée, donc en travaillant vraiment sur la détente profonde avec de la musique, etc. Et en appliquant un peu les protocoles et en faisant le test musculaire sur moi. Donc ça fonctionne. D'accord. Et comme ça fonctionne aussi sur les enfants, et ça c'est assez bluffant, en fait on travaille sur les enfants, ça marche très bien, même sur des nouveau-nés. Et en fait on va transférer l'énergie de l'enfant sur celle de la mère, et c'est la mère qui va travailler. Et je me rappelle d'une anecdote où c'était une petite fille de 3 ans et demi qui parlait très bien, qui comprenait très bien. Et elle vient avec sa maman et sa tante. Et donc je transfère, je commence à travailler sur la maman. Et dans ces moments-là, sur les enfants, moi je vais plutôt checker plusieurs fois qu'une. Donc, je redis à la maman je m'appelle Clara, je sais plus le prénom de la petite, mais avec le prénom de la petite, et je teste, et j'ai oui, donc c'est bon. Et je lui fais faire ça régulièrement pendant tout le protocole pour être bien sûr que je travaille toujours sur l'énergie de l'enfant. Et donc, la petite fille, mon cabinet n'est pas gigantesque, donc est en train de jouer avec sa tante à 2 mètres de la table. On parle normalement, donc elle entend tout ce qui se passe. Puis, je retransfère l'énergie de l'enfant sur la petite fille. Et donc là, je refais dire à la maman, je m'appelle Clara. Et là, la gamine se retourne, elle fait, mais non, Clara, c'est moi. Et en fait, là, la tante et la mère se sont regardées, elles se sont dit, mais c'est marrant qu'elle n'ait pas entendu avant. Et en fait, non, elle n'a pas entendu parce que l'énergie était basculée. Et donc, c'était normal. Alors que là, quand j'ai redonné l'énergie à l'enfant, la petite fille a dit non, c'est pas ok. Donc ça, c'est des petites anecdotes qui prouvent à quel point finalement, quand on travaille en énergétique, c'est puissant. Donc il faut faire attention, bien évidemment, mais donc on peut aussi un peu travailler à distance. Après, moi, je fais quelques protocoles que j'ai testé sur des gens et je sais que c'est ok, etc. Je vais pas tout faire parce que quand même le test musculaire sur certaines choses, moi j'ai besoin d'avoir la personne en face simplement pour bien la voir ses émotions et pouvoir l'accompagner. Que ce soit toujours fait en douceur et à sa vitesse à elle. Donc voilà. Ok, donc c'est passionnant parce qu'en fait tu peux vraiment accompagner tout le monde. Tu parlais du nouveau-né jusqu'à la personne de 99 ans et plus. Donc, oui. Qui a envie de travailler sur elle, ce qui à cet âge-là voilà. est assez rare quand même. Sans faire des généralités, il y en a quand même beaucoup moins. C'est quand même pas du tout la génération de travail sur soi. Ouais. Ok, très bien. Je pense qu'on a bien balayé le sujet de la complémentarité. C'est vraiment passionnant. Merci encore une fois de partager tout ça avec nous. Merci à vous. On arrive sur nos questions de fin d'épisode, qui sont nos petites questions rituelles.
Alors, on voudrait savoir, toi, quels sont tes rituels que tu as intégrés dans ton quotidien pour être en bonne santé? Alors, mes rituels, c'est alors en rituel pur, j'ai le gratte-langue, l'eau chaude obligatoire. J'ai de la méditation ou du centrage, voilà, avec différentes techniques, hein. Si possible le matin, quand j'y arrive pas, c'est entre midi et deux, mais en tout cas, avec ma pratique en cabinet, c'est indispensable. Donc ça, c'est sûr que c'est des choses que je fais au quotidien. Et après, je pense que c'est surtout une écoute de mon corps, de mes émotions, de mon ressenti, pour toujours être connecté à lui et pas laisser le mental prendre le dessus. Alors que ce soit dans l'alimentation, dans le rythme, dans le repos, dans le sport, c'est surtout se dire, bah oui, en fait, on fait des écarts, enfin je fais des écarts comme tout le monde, mais dès que je sens que ben, les écarts ou que j'ai un peu plus de fatigue, là je vais moins faire d'écarts, je vais revenir sur un régime alimentaire beaucoup plus adapté à ma typologie, qui va faire que tout de suite je vais remonter mon niveau d'énergie plutôt que d'ancrer en fait soit de la fatigue, soit du déséquilibre. Donc c'est surtout ça, c'est être attentive au moindre déséquilibre, que ce soit émotionnel ou physique, digestif, pour justement ne jamais rentrer en déséquilibre, tout en me faisant plaisir à côté, tout en ayant une vie normale, etc., etc. Toute une subtilité, mais tu as tous les outils pour ça normalement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont tes projets pour les semaines, les mois à venir? Alors, dans les projets, ben là, j'ai commencé mes premières initiations en Ayurveda. Donc, c'est à la demande de plusieurs clientes qui voulaient aller plus loin, mais sans faire une formation diplômante. Donc là, j'ai lancé un parcours en 6 sessions donc d'initiation. Donc, c'est pas une formation, mais c'est vraiment une initiation qui va permettre aux gens euh, d'intégrer les bases de l'Ayurveda dans leur quotidien et pour leur famille, sans que, alors ils ne seront pas capables bien évidemment de traiter des déséquilibres et rééquilibrer quelqu'un comme un thérapeute peut faire, mais il n'y a pas 3 ans non plus de formation. Mais voilà, c'est leur donner un peu plus pour être encore plus autonome. Et donc donc ça a commencé hier soir. Donc il y a une session par Zoom parce que j'ai des gens en Belgique et tout, donc c'est assez chouette, et une session en cabinet. Donc ça, c'est voilà, les projets de l'automne. Il risque d'y avoir des nouvelles sessions pour le début d'année. Après, dans les projets, j'ai envie de faire des choses de groupe, donc de pas mal de travailler sur le féminin. Donc une de mes spécialités, c'est la fertilité, donc sur le désir d'enfant, sur les blocages à la fois émotionnels et physiques qu'on peut avoir. Donc ça, je travaille énormément au quotidien au cabinet. Mais j'ai envie de faire des choses, on va dire, plus de groupe. Et donc là, je fais un premier atelier en septembre. Donc ça sera passé quand le podcast va sortir. Mais en tout cas, il risque d'y en avoir d'autres. Donc en duo avec une chamane où on va aller travailler du soin énergétique assez profond, de libération. Donc là, le premier, il est sur l'enfant intérieur. On va travailler avec les plantes aussi. Donc voilà, donc quelque chose qui va être qui est assez nouveau, qui est vraiment à destination des femmes pour retrouver quelque part rééquilibrer quelque part le féminin et le masculin en soi pour pas les voir en opposition, mais plutôt en réunification pour donner des outils et expérimenter dans le corps. On voit aussi ça sur un format de 8 heures pour être un peu en retraite urbaine, pour se dire voilà, sur un temps suffisamment long pour déconnecter du quotidien et créer un peu une expérience voilà, un peu en suspension et en dehors du rythme parisien en tout cas, parce qu'on en a besoin. Donc voilà dans les projets. Et après je suis énormément depuis que je suis sur ce chemin, je me laisse guider par les synchronicités, par les propositions, par les choses. Et c'est vrai que il y a beaucoup de très belles choses qui arrivent comme ça et qui se mettent en place comme ça. Donc voilà, j'ai toujours plein d'idées. Voilà, pendant le confinement, j'avais sorti un programme en ligne justement sur apprendre à gérer ses peurs, qui est toujours sur mon site si les gens sont intéressés pour voilà, sur des méditations, soins guidés. Euh, c'est
je pense, enfin, je fais confiance à la vie et aux choses. Voilà, sur les initiations, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, mais j'avais pas du tout prévu de le faire en 2020. Et puis, quand en 2 semaines, j'ai eu 3 personnes qui me l'ont demandé, je me suis dit, bon, je crois que le signal, il est assez clair, il faut que je le fasse. Donc voilà, donc oui, il y a plein de projets. Après, j'ai ma newsletter, donc n'hésitez pas peut-être à mettre, enfin voilà, que les gens s'abonnent, hein, parce que je donne pas mal d'informations sur ça, même d'informations sur l'Ayurveda, sur les plantes, sur la gestion des émotions, pour que même voilà, avoir une base et apporter aux gens, même pour ceux qui peuvent pas venir en consultation, ils puissent faire ça. Donc voilà. Et après, il y a des petits projets dont j'ai pas envie. Enfin voilà, on verra si ça sort. Ouais, ça sera surprise, exactement. Il faut s'abonner à la newsletter pour être au courant. Et oui, voilà. Vous me suivez sur Instagram. On mettra, voilà, exactement. On mettra toutes les informations de ton site et réseaux sociaux sur lesquels tu es présente dans la barre d'infos de l'épisode. On y montrera. Avec plaisir. Nous avons une dernière question. C'est l'instant de gratitude. Donc, c'est notre question un peu rituelle du podcast. Et cette question, c'est qui tu aimerais remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier? Alors, il y a 2 choses qui me viennent en tête. La première, ça va être mon mari. Parce que un parcours de reconversion, ça se fait pas seul, ça se fait à 2. En tout cas, c'est un projet de famille. Parce que voilà, on n'est pas forcément au même rythme, mais d'adapter le rythme à notre rythme commun, finalement, ça m'a appris la patience, ça m'a appris à faire les choses au bon moment. Parce qu'il croit en moi au quotidien et ça n'a pas de prix aussi. Donc voilà. Et la deuxième chose, je pense que j'aimerais remercier la vie parce que on a tous cette force de vie, cet amour inconditionnel, et quand on se connecte à lui, alors que ce soit par la méditation, par le yoga, il y a 1000 façons. En tout cas, quand on se connecte à ça, c'est en fait le temps est suspendu et on est dans un instant de grâce qui change, qui peut changer la vision de la vie et qui peut faire que voilà, on prend une toute autre vision de notre quotidien terrestre et sur ça c'est assez chouette et donc tout ce chemin m'amène à ça quelque part, à savoir cette connexion à l'âme, cette connexion au cœur et donc j'aimerais remercier, voilà, je suis très pleine de gratitude pour ça. Ok. Nous, on a plein de gratitude pour toi, Amélie, pour tous les petits conseils que tu as donnés dans cet épisode-là, pour toutes les infos que tu nous as données. Je suis vraiment très contente d'avoir fait cet épisode parce que j'en connaissais pas tant sur la kinésiologie et voilà, j'ai appris plein de choses avec toi. Je suis ravie, c'est l'objectif et j'espère que les auditeurs aussi. Ouais. Où est-ce que justement nos auditeurs peuvent te trouver? Tu peux donner tes coordonnées, on les mettra bien sûr en note d'épisode, mais tu peux dire tes coordonnées. Ils peuvent me trouver donc sur mon site internet, donc c'est laméthodeinessence.com. Ils peuvent me trouver sur Instagram où je poste pas mal de choses, Instagram et Facebook, sur les 2, et je suis sous Amélie Clerc-Vorès tout simplement, et après sinon par mail, ils peuvent me contacter s'ils veulent, et pour prendre rendez-vous c'est sur Médoucine, donc en lien direct s'ils veulent, voilà. Et qu'ils n'hésitent pas à s'inscrire à la newsletter, c'est pareil, je donne beaucoup gratuitement justement pour faire connaître l'Ayurveda et aider les gens au quotidien, même voilà, pour apporter un peu tout ce que je reçois aussi. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toutes les 2. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!